Non mais vous êtes arrivé un peu tôt, on avait dit 8 heures. Et Alouche, vous n'êtes pas très loin. Branle-bas de combat au cœur des panoramas. Le passage accueille son traditionnel vide-grenier. Voilà, c'est ici. 52. Isabelle Rémusat est commerçante dans le passage. Je vais voir Jean. Je vais voir Jean. Ben oui, mais enfin bon. C'est elle qui coordonne la journée. Avec Laurent, son adjoint. Et la tâche ne s'annonce pas de tout repos. Il faut qu'on ait un passage obligatoire pour la sécurité. Si jamais vous ne l'avez pas, si le restaurant est ouvert en face. Il est ouvert. Alors vous êtes Galerie Saint-Marc. Tout se négocie au centimètre près. Fermé. Alors de la pizzeria, vous m'envoyez au fond du bled, là, ou quoi? Non mais c'est pas un bled déjà, c'est un passage classé, Oui, inscrit d'accord. au monument Ok. historique, en plein cœur de Paris. Donc on n'est pas dans un bled. Hein, on est dans un passage, il y a eu une confusion de noms. Le rendez-vous est devenu incontournable au fil des ans. Et le cadre y est pour beaucoup. Voilà, il est étroit le passage aujourd'hui. Hein. Ouais. Ah, ça, c'est... Ouais. Le passage des panoramas est le plus ancien de Paris encore en activité. Il a été construit sur les grands boulevards en 1799, en même temps que ses deux grandes tours. À l'époque, elles renferment de grandes fresques paysagères. Ce sont les panoramas, l'ancêtre du daguerréotype. Le succès est fulgurant, d'autant qu'entre les deux tours, le passage offre une promenade à couvert, agrémentée de nombreuses boutiques. Aujourd'hui, les tours et leurs panoramas ont disparu, mais l'endroit a conservé le nom et l'effervescence commerciale. Ici, en fait, on est dans l'artère principale du passage des panoramas, qui a été la première tranchée, si vous voulez, à être construite avec une verrière qui va du début du boulevard Montmartre jusqu'à la rue Saint-Marc, dans lequel il y avait des anciennes, les premières boutiques, comme cette boutique qui date de 1839, et elles étaient à peu près toutes comme ça. Et puis petit à petit, avec le succès, en fait, de la vie de ce passage des panoramas, se sont greffées et ont été construites des galeries qui sont des petits chemins un peu biscornus qui vont à droite, à gauche et qui permettent de pouvoir aller de l'autre côté du pâté de maison. Difficile aujourd'hui de se frayer un chemin dans le passage. En temps normal, l'ambiance y est un peu plus feutrée. Paris, c'est une ville un peu folle, où les gens vivent à 200 à l'heure, où ils n'ont jamais le temps de rien faire, pas le temps de se poser. Et dans cet endroit-là, alors qu'on est au plein cœur d'un quartier qui bouge, près de l'Opéra, derrière la Bourse, on est dans un petit côté un peu confiné, où c'est calme, où on est à l'abri de la pluie, où les gens sont détendus, et puis où il y a de belles boutiques. Donc voilà, c'est l'endroit rêvé. À l'entrée nord des panoramas, voici la boutique d'Annie Guillemard. Sans doute la plus étonnante du passage. Voilà, ok. Nijuni ten ichi. En s'installant ici, Annie avoue avoir réalisé son rêve. Sa spécialité, l'encadrement d'art. Une activité singulière, à l'image de sa clientèle. Middle, tu fais un trait au milieu. Et yontengo, yontengo. De chaque côté. Vous parlez en quelle langue là? En japonais, anglais et français. On mélange un peu tout pour se comprendre. Mais ça marche très bien. Moi, j'ai une clientèle japonaise, beaucoup d'élèves japonaises, donc il y a tout leur quartier qui est au Perrin et c'est parfait. Enfin, elles adorent. Même j'ai des élèves qui viennent prendre un cours du Japon, qui viennent en week-end à Paris et qui viennent prendre un cours. Tu appuies bien avec le plioir. Annie Guillemard passe l'essentiel de son temps dans sa boutique. Une trentaine de mètres carrés qu'elle a longuement négocié. Toujours de ce côté-là. Enfin, je l'ai eu au bout d'un an. Pourquoi autant d'opiniâtreté? Parce que j'adore ce quartier, j'adore ce passage. Et voilà, donc j'ai insisté. En plus, ce qui m'intéressait, c'était d'avoir l'appartement aussi, attenant à la boutique. Pour moi, j'ai pas de trajet, donc je peux être plus disponible, plus créative aussi, parce que j'ai tout sur place. Tout, y compris l'inspiration. Il suffit d'ouvrir la fenêtre du salon.
C'est vraiment un petit village et je me sens bien, j'adore, je regarde le joli côté artistique, j'ai une belle vue en face. Enfin, tous les gens se rencontrent, je sais pas, il y a une atmosphère très très conviviale. Bref, vous ne regrettez pas de vous être battu? Ah non, pas du tout. Pas du tout, et s'il fallait, je me battrais encore pour la voir. La belle vue dont parle Annie, la voici. Est-ce que je peux avoir des petites assiettes à dessert, s'il vous plaît? C'est commandé déjà? Je fais un peu de place. Vite, 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 urgent. C'est l'Arbre à Cannelle, le petit bijou du passage. 2 oranges chocolat, c'est ça? Un restaurant qui a conservé son décor d'origine. Alors ici, à l'époque, c'était une chocolaterie, la chocolaterie François Marquis, mi-19e, aux alentours du 1854. Donc, qui a été construit dans un édifice qui, lui, date de fin 18e. Donc, on peut voir donc, les marbres au sol qui délimitent les anciens postes de travail donc, de la chocolaterie. Hein, donc, on peut imaginer qu'ici, on coupait le chocolat ou on égrenait les graines de cacao. Je ne sais pas exactement comment ça se passait, mais il y a encore les traces de la disposition de l'époque. Tout ici rappelle l'ancienne chocolaterie. Des écorces de cannelle aux fèves de cacao. Le décor entièrement sculpté et le plafond à caissons peints viennent d'être restaurés. Ils sont désormais inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. C'est 2 cafés avec les 2 Red Crumble. Alors, le déca allongé pour Martine. Et voilà, jeune homme, je vous en prie. Quand on est tombé là-dessus, on est tombé amoureux. Totalement amoureux, on a dit c'est celui-là et pas un autre. Ça correspondait pas exactement à ce qu'on cherchait, mais du coup on s'y plaît énormément. Une fois qu'on est dans le passage, on n'a pas du tout l'impression d'être à Paris. Les gens se connaissent, les gens viennent régulièrement. J'ai des gens qui viennent manger tous les jours ici, qui me disent à demain, quoi. Qui vont pas aller manger ailleurs parce que c'est le petit village parisien, le passage des panoramas. Que moi personnellement en tant que Parisien, je ne connaissais pas du tout avant. Et là donc j'étais surpris, je suis tombé là-dessus, j'ai dit c'est ici que je vais travailler. Ok, 2 cafés, t'as demandé Julie pour dehors? Chaud. L'histoire des passages a débuté ici. Au cœur de Paris, voici les jardins du Palais Royal. L'idée vient du duc d'Orléans, futur Philippe Égalité. En 1784, il ordonne l'aménagement de ces jardins. Au cœur du projet, 3 galeries couvertes. Havre de paix pour le promeneur. On a une époque où Paris est finalement peu vivable. Les rues sont étroites, elles sont sales, mal éclairées. Et si on veut flâner, et surtout pour les dames, eh bien, les rues de Paris sont absolument, je dirais, détestables. Les galeries du Palais Royal révolutionnent les habitudes. Les nobles et les bourgeois s'y retrouvent régulièrement. Première étape, le salon de décrotage pour effacer les ravages de la rue. Passage obligé avant les boutiques. Ce ne sont pas des très grands magasins, mais pour l'époque, ce sont des très beaux magasins. Ils sont petits, mais très bien approvisionnés, et fort chers, bien entendu. Pour moi, c'est un peu un grand centre commercial, puisque nous trouverons des cafés, nous trouverons des restaurants, nous trouverons des salles de théâtre. Cet ensemble m'a paru être finalement le Forum des Halles de 1785-86. Le Palais Royal est à l'époque un domaine princier. La police n'a pas le droit d'y entrer. Les salons de jeu en profitent pour se multiplier. On en dénombre très vite plus d'une centaine. La prostitution y tient également une place considérable. Sur les 20 000 prostituées recensées alors à Paris, 5 000 exercent au sein du Palais Royal. Elles étaient où, les prostituées? Partout. Elles étaient bien sûr dans le jardin, elles étaient dans les galeries, également aux fenêtres de l'entresol, où elles appelaient, disons, les clients en montrant leurs appâts particulièrement généreux. On avait beaucoup les beaux appâts, disons, à cette époque-là. Donc c'est vrai que le Palais Royal est le temple des amours vénales. En 1837, Louis-Philippe interdit le jeu et la prostitution. Le coup est fatal pour le Palais Royal, mais la mode des passages est lancée. Ils sont construits une centaine en l'espace de 10 ans. De cette période dorée, il ne reste plus aujourd'hui que 16 passages couverts encore en activité.
La plupart a donc disparu. Et ceux qui restent sont autant de précieux témoignages. Au XIXe siècle, on pouvait se promener à couvert sur plus d'1 kilomètre, depuis les jardins du Palais Royal jusqu'au Grand Boulevard. C'est ici désormais qu'il convient d'apparaître. La femme, dans ses plus belles toilettes, l'homme, chapeau et canne à la main. Et voici le passage le plus populaire à l'époque, Jouffroy, sur le boulevard Montmartre. L'endroit n'a pas beaucoup changé. Parmi les occupants, voici Miguel Segas. Il y a installé sa boutique il y a 30 ans. Son métier, la canne de collection. Comme les passages, justement, étaient un endroit où on se faisait des cannes au 19e, il se vendait des cannes au 19e, je trouvais que l'ambiance s'y prêtait tout à fait et je voulais être dans un passage. Et celui-là particulièrement me plaisait. Quand l'occasion s'est présentée, j'ai pas hésité une seconde. Vous nous montrez votre petit écrin ? Avec plaisir. Ivoire, ébène, jonc, rotin, porcelaine. Les matières rivalisent d'originalité. Ici, la canne est reine, comme il y a 150 ans dans les passages. C'est toujours très difficile à identifier. Pourtant, il a une tête... Aux côtés de Miguel, Gilbert Segas, son frère. Lui, c'est l'expert de la famille, une référence mondiale. Et voici l'une de ses cannes préférées. Celle-là, par exemple, ça c'est c'est pas marrant, c'est extraordinaire, mais ça en devient drôle tellement c'est extraordinaire. C'est une canne qui aurait pu appartenir à être utilisée par Manet ou Monet, l'un ou l'autre. Ici, 2 petites clavettes, simplement, très simple, hein. 2 petites clavettes. On retire les 2 petites clavettes, et ça c'est le sésame de la canne. Voilà. À la suite de quoi, on retire la férule. Et tout d'un coup, miraculeusement, ça devient un chevalet qui permet d'aller faire des pochades sur le motif. Voilà. C'est magique, non? Absolument, c'est un fou ou un ingénieur, mais les deux à la fois, qui a conçu cette canne dans laquelle il n'y a pas 1 millimètre, pas un demi-millimètre de perdu. C'est fou. Bon, nous voilà maintenant dans les sous-sols du Vieux Paris. Le passage Jouffroy est comme la canne chevalet de Gilbert. Il possède une face cachée. Les bruits de voix qu'on entend, ça vient d'où? Eh bien du passage Jouffroy qui est juste au-dessus de nous, puisque là nous sommes dans les sous-sols, dans les souterrains, disons, du passage, qui relie le Grand Boulevard à la rue de la Grange Batelière. Et toutes ces portes-là, c'est quoi? Toutes ces portes sont les portes de chaque magasin. En fait, chaque magasin a une cave voûtée et chaque cave a une porte qui redonne sur ce souterrain. Une vie en parallèle. Avec au plafond les reliques d'une innovation qui avait fait grand bruit à l'époque. C'était le premier passage avec chauffage au gaz. Le passage des panoramas ayant, lui, eu la primeur de l'éclairage au gaz, des essais d'éclairage au gaz. Mais ici? Alors ici, c'était chauffage au gaz, dont on voit des traces ici, par exemple. Tous ces étriers supportaient les tuyaux de chauffage tout le long du passage et venaient chauffer par les grilles l'espace piéton. Et les femmes se promenaient, et si elles avaient un petit froid aux jambes, elles se mettaient au-dessus de la grille et le chauffage montait miraculeusement. Délicieuse sensation sous les crinolines. Oui. Au même moment, travaux pratiques en plein cœur du passage. Conservez bien la tache de lumière dans le fond. Ombre et lumière, c'est le thème du jour. L'endroit est idéal pour ces étudiants en architecture. Regardez, ici on est comme dans des gris beaucoup plus doux, là dans des choses beaucoup plus foncées. Réfléchissez à la lumière. La lumière. Une obsession également pour Caroline Germain. Cette photographe enquête sur les passages parisiens et leur évolution.
La verrière du passage Jouffroy est en elle-même exemplaire. C'était nouveau parce que c'est le premier passage qui a été construit directement avec une armature en fer. Les passages plus anciens ont été construits d'abord avec une armature en bois, donc très droite. Donc on n'avait déjà pas la possibilité de cette forme arrondie. Et ils ont été remplacés ensuite par des armatures en fer. C'est l'effet révolution industrielle. Avec elle, les passages affichent une autre allure. Plus moderne, plus lumineux également. Il y a la partie basse de la verrière qui est sur un arrondi. Et le fait d'avoir un arrondi permet d'optimiser l'entrée de lumière par ces différents verres justement. Au-dessus de la verrière principale, un second toit légèrement surélevé. Il permet l'aération du passage tout en le protégeant des intempéries. Finalement, tout est calculé. Tout est calculé. On a l'éclairage zénithal qui permet d'avoir un éclairage de tout le passage, mais en même temps, on est sur un passage protégé, puisqu'on est complètement protégé de la pluie. Après la toiture de Jouffroy, direction le 2e arrondissement de Paris. Au programme cette fois, le passage du Caire, sans doute le plus insolite de tous. Nous sommes en plein cœur du Sentier, un quartier entièrement dédié au commerce du textile. Escortée par le concierge des lieux, Caroline s'attarde sur la structure même du passage. L'ensemble a beaucoup vieilli, mais il témoigne encore de la performance réalisée à l'époque. Le passage du Caire, c'est plus de 400 mètres de rue, entièrement couverte. Autre ambiance, la galerie Colbert et sa rotonde. Au XIXe siècle, elle inspire les architectes de l'Europe entière. Si l'aluminium a aujourd'hui remplacé l'acier, la prouesse réalisée à l'époque impressionne encore. On a gagné en portée au niveau du fer, donc sur les axes de tenue et sur les panneaux de verre qui ont pu être beaucoup plus larges puisque plus résistants. Et du coup, on a gagné en clarté et en finesse sur l'architecture, et ce qui permet d'avoir toute cette portée sans avoir forcément des appuis au centre ou supplémentaires. Et ça, c'était complètement nouveau. Ça, c'était complètement nouveau. C'est vraiment dans les passages qu'on retrouve ces utilisations optimisées des matériaux. C'est ici qu'elles ont été testées et la première fois utilisées. D'une passionnée à l'autre. Il est 8h du matin. Nous sommes cette fois dans la galerie Vivienne. La plus belle, selon Stéphania Cohen-Fourteau, chanteuse lyrique. Stéphania, chanter ici, pour vous, c'est un régal? C'est un régal, c'est un grand plaisir, c'est un écho, tout résonne et je rentre dans un univers magique de musique et de son, de sonorité. Stéphania vient ici presque tous les jours, depuis 20 ans. Le plus tôt possible, histoire d'éviter l'affluence et d'avoir la galerie juste pour elle. C'est un superbe endroit, non? Qu'est-ce qui vous plaît, par exemple, ici? Alors là, ici, c'est tout ce mélange à la fois de bois, de pierre, de métal, de verre. Il y a une chaleur, et là, il pleut dehors, et bien ici, non, il ne pleut pas. Et on a un temps, le temps qu'on veut. Voilà, ça reste un lieu très atemporel et un lieu où chacun peut avoir vraiment son histoire. « 10h, la galerie Vivienne commence à s'animer. Les premiers clients ne vont pas tarder. Aujourd'hui, ils auront droit à un cadeau, un concert de Stéphania. Stéphania. Bonjour Madeleine. Comment ça va? Et toi? Madeleine Denis est l'une des plus anciennes commerçantes de la galerie. Isabelle. Bonjour. Qu'est-ce que tu vas chanter? Je vais chanter du Handel.
Elles se battent au quotidien pour faire vivre Vivienne. J'ai vraiment, moi, besoin justement de cette vie et de ce naturel où on s'installe, on fait de la musique dans la galerie, comme on en a envie, ou presque. Hein. Vous la connaissez depuis longtemps, cette galerie ? Alors moi, oui, depuis assez longtemps, on va dire. Moi, je m'arrête à 25 ans. Bon, je suis un peu dépassée, mais on est installé ici depuis 1981. Somnolente dans les années 80, la galerie et ses commerces de luxe attirent de nouveau le flâneur. Sa renommée est mondiale, incontournable au cœur de Paris. C'est pas un passage, c'est une galerie. Dans un passage, on va tout droit, on passe d'un côté à l'autre sans regarder. Alors que chez nous, il y a cette mosaïque que moi j'adore, parce qu'en plus je suis marchande de jouets, donc j'adore jouer. Et je vois très souvent des enfants, des papas, des mamans qui se baladent en suivant ce tracé. Et ça, moi, c'est quelque chose que j'adore parce que c'est cette façon-là. C'est-à-dire que le vrai bon flâneur de la Galerie Vivienne, il n'a pas le droit d'aller tout droit. Il doit se balader en faisant ces entrelacs et passer d'un magasin à l'autre. Tout est là. Parmi les immanquables de la galerie, le magasin de François Joussaume. François ? Une librairie créée à la naissance de Vivienne. Bonjour. La famille de François l'occupe depuis plus d'un siècle. Vous êtes l'héritier d'une dynastie de libraires. L'héritier, je veux une dynastie, c'est un bien grand mot. Ça fait 3 générations, voilà. 3 générations. Vous dites qu'il n'y a pas de dynastie, mais vous êtes porteur d'un héritage, celle des librairies dans les passages quand même. Oui, c'est vrai, oui. Et pourquoi ? Parce que c'est un endroit agréable et tranquille qui suppose que l'on peut bouquiner, feuilleter des livres sans être embêté par la rue, le bruit, toutes les voilà. Passez, Madeleine. Pardon, merci. La boutique de François se décline de part et d'autre de la rue. À chaque côté, son ambiance. Donc voilà, là ici vous avez plutôt des livres d'histoire de l'art, des catalogues d'exposition. Là-haut, vous avez les 1000 premiers livres de poche, ou tout au moins un début de collection, et puis quelques volumes de série noire aussi. Au XIXe siècle, cette pièce était à la fois librairie et salon de lecture. Explication. Il n'y avait pas de bibliothèque, donc il fallait payer la consultation d'un journal, d'une revue, d'un livre, à l'heure ou à la demi-journée, je ne sais pas quelles étaient la tarification. Donc les gens se réunissaient autour d'un petit guéridon, d'une table, s'installaient et passaient un long moment à lire et à échanger des idées. D'où la présence parfois discrète d'indicateurs qui pouvaient s'informer de l'état de l'opinion de l'époque. Donc des indicateurs pouvaient passer du temps ici et informer la police, c'est ça ? Bien sûr, oui. Oui, sans pour autant être Vidocq lui-même, mais c'était déjà des indicateurs. Eugène François Vidocq, l'escroc multirécidiviste. Évadé du bagne de Toulon, il devient en 1811 chef de la Sûreté publique de Paris. Vidocq a marqué l'histoire de la Galerie Vivienne. Il y a vécu et même réalisé de juteuses affaires. Ses bureaux n'existent plus, mais on y accédait par ce grand escalier privé. Son idée géniale, dans un certain sens, c'est de créer ici, dans ces lieux, le premier bureau de détective privé, service de recouvrement, enfin toutes les petites choses pas très agréables. Bon, enfin lui, apparemment, ça lui allait très bien pour faire fortune. Il a vécu ici, alors. Voilà, il a vécu ici et on peut imaginer justement que cette galerie a dû être, voilà, qui est juste en dessous, a dû être le théâtre de pas mal de petites magouilles. On parle d'un souterrain. Sous la Galerie Vivienne, il existe en effet un souterrain, mais qui a été bouché juste après-guerre, mais que des personnes âgées ont connu. Et donc on dit que Vidocq l'aurait emprunté pour échapper à la police. Vraiment ? Il l'empruntait, oui, absolument. Oui, c'est quelque chose. Tous ces passages souterrains de Paris étaient quand même à ce moment-là très prisés pour justement mener des affaires discrètement. C'était son travail. Il était détective privé. Moi, si j'avais été à sa place, pareil, je serais passée sous terre pour faire ça
de la bonne manière. Retour au passage Jouffroy. Cette fois, nous avons rendez-vous avec Julien Cotreau. L'homme vient du Cirque du Soleil. Clown, mime et même bruiteur. Il connaît bien les lieux pour y avoir répété son premier spectacle en solo. La salle de répétition était derrière cette porte. Visite privée façon Cotreau. Et voilà, incroyable. Le salon des miroirs. C'est aujourd'hui un salon privé. Il vient tout juste d'être restauré. Au XIXe siècle, l'endroit était l'un des plus fréquentés des passages parisiens. C'était un estaminet lyrique. La culture tenait une place importante dans les passages. Ici, c'est le chant, et l'estaminet de Jouffroy était de loin le plus populaire de Paris. Incroyable que vous me parlez d'estaminet. Déjà, c'est un mot qui m'évoque Rimbaud, Verlaine. Estaminet lyrique. Donc, c'est déjà un contraste incroyable. L'estaminet, on a l'impression que c'est un petit bouge enfumé, fait d'un comptoir avec de l'absinthe dessus, etc. Et lyrique, on a l'impression qu'on est à l'opéra. J'ai peut-être capté toute cette ambiance après tant d'années. Peut-être que ça m'a aidé. Qui sait? Après la révélation théâtrale féminine, la révélation théâtrale masculine. Le Molière est attribué à Julien Cotreau dans Imagine-toi. Julien Cotreau, c'est Thomas Mathurin, c'est un clown, il est saltimbanque du Cirque du Soleil qui est à Paris. Un Molière pour sa première création. Poète, musicien, il a débuté sur le parvis de Beaubourg, en plein air. Un premier Molière, c'était amusant. Julien n'a pas perdu de temps. Il est désormais à l'affiche des bouffes parisiens. Le théâtre a été conçu en 1826, en même temps que le passage Choiseul. On venait au théâtre après avoir fait ses emplettes. Tous les soirs, Julien Cotreau emprunte l'entrée des artistes pour rejoindre la scène. Hello! Salut. Un endroit mythique qu'il dit redécouvrir à chaque fois. C'est luxueux de travailler ici, parce que quand il y a juste le parterre, on a l'impression que la salle est pleine quand on est spectateur, et quand on est acteur aussi. Et puis tout d'un coup, quand on voit ce raz-de-marée arriver, quand des grandes salles de 600, 400, 500 places, tout d'un coup, on a l'impression d'avoir un raz-de-marée de rire ou d'émotion qui vient se déverser comme ça. Sur nous, c'est fantastique, fantastique. Et puis les ampoules, c'est quand même assez classieux avec ce lustre-là. Mais j'adore ces ampoules, moi. Ça fait carrément kermesse de luxe. C'est vraiment chouette. T'as vu le mec de 2,20 m que j'avais pris Énorme. Mais au-delà du décor, l'originalité du théâtre est ailleurs. Démonstration. On va où là, Laurent? On va voir le passage. Quel passage? Passage Choiseul. Accès direct. Car le théâtre et le passage ne font qu'un. Pourquoi il y a cet accès en fait? Ben, anciennement, en fait, le public passait par là. Donc les guichets étaient de chaque côté. Je pense que les voitures à cheval devaient laisser les gens en bout de passage et elles venaient à pied par ici. C'était beaucoup plus chic parce que c'était commerçant, quoi. Donc c'était plus agréable, quoi. Ça, j'ai bloqué. Il y a vraiment une connexion avec le passage, entre le théâtre et le passage? Ah oui, là on est vraiment... il y a une époque où effectivement le hall étant assez petit, les portes étaient ouvertes et les femmes et les hommes pouvaient venir ici. C'était une extension du hall du théâtre, donc les gens pouvaient venir boire un coup, j'imagine, ici, voilà, quoi. Il fallait que ça soit assez large pour qu'elles passent toutes. Excusez-moi. Et les fauteuils, comment ils faisaient? C'était des loges. Le théâtre a longtemps appartenu à Jacques Offenbach. Le compositeur y a créé plusieurs opéras bouffes, dont il reste aujourd'hui quelques traces. Là, on arrive
Devant des loges, toutes les loges portaient le nom d'un des spectacles qui avait été créé par Offenbach. Donc là, on va aller voir, parce que c'est une loge qui donne directement sur le passage Choiseul. On sent bien l'ambiance de la rue, là. Ah ouais, bah oui. Là, ils sont juste en bas. Mais ça, c'est dans la journée. Mais quand les comédiens arrivent, il y a déjà des boutiques qui commencent à fermer. Donc du coup, il y a de moins en moins de bruit. Puis il y a un moment où il y a même carrément plus de bruit parce que le passage est fermé. Donc du coup, les comédiens ont le passage vide, comme s'il était un peu, ouais, pour eux, puis un peu fantôme, quoi. C'est comme si on avait l'autorisation d'être là alors que c'est fermé, quoi. Le rêve d'être enfermé dans un grand magasin. Sur la scène des Bouffes parisiens, Julien Cottereau dans ses œuvres. Pendant ce temps, le passage Choiseul s'endort peu à peu. À sa manière, Julien Cottereau perpétue une tradition vieille de plus d'un siècle et demi, celle du spectacle dans les passages. Le passage Choiseul, lui, rouvrira ses portes demain matin.